bonjour ou bonsoir à tous. Donc David Martin. Donc vous le savez, le séminaire de ce soir porte sur l'investissement au Portugal. Un volet sur l'investissement d'entreprise, si vous souhaitez effectivement vous installer au Portugal sur l'aspect entreprise, mais aussi sur l'investissement immobilier. Donc par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez le Web Summit. Est-ce que certains connaissent? Donc c'est organisé au Portugal depuis combien d'années, Uno? Ça fait 5-6 ans là. Donc c'est 6 ans sur Lisbonne. Donc ça lui a valu le nom de San Francisco européen. Ça a lieu donc chaque année du 1er novembre au 4 novembre à Altis Arena, donc sur Lisbonne. Je vous invite à y aller si vous avez la possibilité. Donc incubateur start-up, lancement de projets, ça vous donne une idée de quelles entreprises s'installent. Je sais que vous êtes venu aussi pour la crypto-monnaie. Pour vous donner un exemple récent, Revolut s'est installé sur Porto, par exemple. Donc au niveau des deux parties, on verra sur l'investissement d'entreprise. Donc pourquoi investir au Portugal, comment, les fiscalités donc, et les avantages à investir au Portugal, les secteurs à fort potentiel. Dans la deuxième partie, sur l'investissement immobilier, on verra toujours pourquoi investir au Portugal, comment, quels sont les avantages et la fiscalité, où investir et puis vous donner une ordre d'idée des prix. Bon, après, ce sera des prix par rapport à des secteurs, hein, comme si on dit Paris, le centre ou en périphérie. Donc sur l'investissement d'entreprise, pourquoi choisir le Portugal? Alors je ne sais pas si on vous donnera envie d'investir au Portugal dans votre entreprise ou dans l'immobilier, mais en tout cas, on essaiera au moins que vous alliez passer quelques vacances au Portugal, en tout cas aller découvrir le Portugal. Sur l'économie, sur 2021, malgré une récession par rapport au Covid, donc le Portugal a eu une croissance de 4,4%, comme vous pouvez le voir. Les perspectives 2022, donc à hauteur de 7,5%. Vous avez, donc on a mis 10 critères pour lesquels les entreprises vont s'installer au Portugal. Donc le moindre coût de la main-d'œuvre, un dynamisme, une stabilité politique. Alors pourquoi j'ai insisté sur ça, et gouvernementale fluide? Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Le Portugal fait partie de l'Europe. Son positionnement, n'oubliez pas que le Portugal a des colonies, et de par son positionnement, mais quand vous faites du commerce, on peut du coup avoir des relations internationales avec ses anciennes colonies, le Brésil, Macao, Angola, Mozambique, etc. Une diversification sectorielle et géographique donc des exportations. Et puis après, je dirais aussi son cadre de vie. Nous, on parle souvent, c'est la sécurité. Aujourd'hui, le Portugal est un pays qui est assez sécure. Ouais. D'ailleurs, la raison numéro 1, moi j'ai dû accompagner pas loin de 2000 clients qui sont partis s'installer au Portugal, d'accord? Et vraiment, au début, c'était la fiscalité. Il y a 10 ans, les clients partaient pour la fiscalité. Aujourd'hui, la raison numéro 1, c'est la sécurité. Donc bien sûr, il y a des incitations fiscales et vous verrez, il y a eu des choses qui ont été mises en place pour la simplification administrative. Aujourd'hui, si vous avez des entreprises en France, bon, vous connaissez la difficulté à immatriculer une société si on n'est pas accompagné. Au Portugal, on a depuis 2017 une simplification, on va le voir pour les startups ou pour les micro-entreprises. Là, les principaux services exportés par le Portugal. Alors David l'a gentiment dit, moi je suis d'origine portugaise, donc père et mère. Il n'y a pas que le BTP et le bâtiment et la construction qui s'exportent. Voilà. Donc on voit et finalement c'est que 3,1%. Donc il y a aussi tout ce qui va être, on va le voir, télécommunications, services, des autres services des entreprises, les transports, on rentre dans le détail. Et la plus grosse partie effectivement qui sont les voyages. Donc, pourquoi choisir d'investir au Portugal? On vous l'a dit, la liberté d'établissement. Voilà. Toute personne n'est pas forcément obligée d'être portugais pour investir au Portugal. Donc, vous avez une liberté d'établissement, on l'a dit, des démarches administratives simplifiées. Donc, pour la création d'une entreprise au Portugal. La création d'entreprise au Portugal en 1 heure. Donc, pour aller plus vite, le Portugal a mis en place depuis 2017 un dispositif nommé Empresa na hora. Mino, tu veux en dire un mot? Oui, alors, bien sûr. Empresa na hora, en fait, c'est donc littéralement, c'est-à-dire société dans l'heure. Donc au Portugal, pour créer une société, avoir votre 4 bis, eh bien c'est le long délai d'1 heure. D'accord, on peut tout faire en ligne. Et en 1 heure, vous avez votre 4 bis. Comment ça fonctionne? Donc c'est un dispositif 100% online. Bien entendu, alors au Portugal, il y a un contrôle du nom de la société. D'accord? Aussi étrange que cela puisse paraître, en France, il n'y a pas vraiment de contrôle.
C'est-à-dire qu'en soi, vous avez tous vu, je dis n'importe quoi, mais ici, par exemple, on est rue des Cosmonautes. SCI rue des Cosmonautes, il y en a 50 000. D'accord ? Au Portugal, ce n'est pas possible. Dès lors qu'il y a une société qui détient un nom, on ne peut pas ouvrir une autre société avec le même nom. Donc, il faut demander en fait l'agrément sur votre nom. D'accord ? Pour éviter d'attendre le délai de réponse d'une semaine, il y a une liste en fait de noms préétablis que vous pouvez choisir. Et du coup, en choisissant un nom dans cette liste et en faisant toutes les démarches online, vous avez votre société qui est créée et avec le cabis en vos mains en 1 heure. Merci Nuno. Donc ça n'existe pas en France. Ça a été mis en place depuis 2017. Après, se faire accompagner par des experts. Et comme en France, effectivement, vous allez avoir besoin d'un expert comptable, d'un avocat pour la rédaction de statuts et autres. Je fais un parallèle avec ce qu'a dit David Pratas. Pourquoi aussi adhérer à la CCFP? Parce que à l'intérieur, vous retrouvez ces experts-là qui peuvent vous accompagner si toutefois vous êtes intéressé pour ouvrir une entreprise au Portugal. Sur la fiscalité des entreprises et les avantages, on pourrait en parler 1 heure, mais rapidement, bien sûr qu'il y a une imposition qui est moindre. C'est d'où l'intérêt d'aller au Portugal, donc un impôt standard sur les sociétés qui est de 21%, et en plus des incitations donc, fiscales qui ont été données par le pays pour capter des entreprises qui étaient installées ailleurs à venir au Portugal. Donc le Portugal aide à l'investissement. Par quel biais? Vous allez avoir droit à des subventions pour acheter votre outil professionnel, donc un dépôt. On va vous aider, on va vous accompagner financièrement. Vous allez avoir des crédits d'impôt ou des reports, et puis des accès à des prêts. Alexandre en parlera via les banques portugaises, mais pas que. Et puis des réductions du coût du foncier, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à racheter une entreprise à moindre coût. Ça dépend des secteurs. Les secteurs que le Portugal souhaite, je dirais, développer vont être donc les biotechnologies, donc tout ce qui va être donc les synergies avec notamment un gros projet américain. Les centres de services, je ne sais pas si vous avez souvent vu, mais tout ce qui est call center sont souvent au Portugal, encore une fois pour le moindre coût de la main d'œuvre. Tout ce qui est le secteur électrique et électronique, alors il y a quand même aujourd'hui un enjeu sur les énergies, notamment sur le photovoltaïque. Le Portugal est un pays qui était précurseur. La chimie et puis bien sûr le tourisme haut de gamme. Sur l'investissement des entreprises, vous avez des questions? Non? Donc on va continuer sur l'investissement immobilier. Donc pourquoi investir dans l'immobilier au Portugal? Parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est dynamique. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans l'espace européen. Je vous le disais, c'est le 3e pays le plus sûr au monde avec une gouvernance qui est stable. Et puis Nuno en parlera, avec des régimes fiscaux avantageux, notamment le statut du résident non habituel. Donc le programme Golden Visa, c'est tout simplement un visa qui vous est octroyé. Tu en parleras aussi? Par contre, ça, on va en parler maintenant. Ouais, avec des conditions. En fait, le Golden Visa, tu peux parler des conditions et puis après je reprends la main donc sur... vous avez les conditions qui est ici. Donc Golden Visa, vous connaissez que ce soit au Portugal ou ailleurs? Ça existe dans d'autres pays aussi? Oui, non? Non. En gros, en contrepartie d'un investissement, sous certaines conditions que David va vous présenter, vous avez le droit donc de résider au Portugal, d'accord? C'est un visa, comme un visa classique. On appelle ça Golden Visa parce que ça suppose un investissement minimum. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce Golden Visa, il est utilisé notamment par beaucoup de ressortissants de pays asiatiques, car ça leur donne une entrée dans tout l'espace Schengen. D'accord? Donc vous avez beaucoup de gens qui rentrent en fait par le Portugal via le Golden Visa. Et donc pour obtenir ce Golden Visa, il faut soit investir dans les capitaux, soit investir dans l'immobilier. David, je te laisse présenter les seuils. Vous avez les conditions, donc 3 grandes catégories. Un investissement immobilier, donc une acquisition d'une propriété pour un demi-million d'euros, donc effectivement c'est assez important, ou une acquisition d'un bien immobilier qui a été construit il y a plus de 30 ans et se situant dans une zone de rénovation urbaine, et là le coût n'est plus que de 350 000 euros. Ce que disait Nuno aussi, c'est que ça va vous permettre, ce Golden Visa, d'acquérir la nationalité portugaise à partir d'un certain nombre d'années. Et ça, c'est pas neutre. Alors Nuno l'a évoqué sur des personnes qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais même demain, dans un futur proche, avoir cette double nationalité peut vous apporter des avantages, notamment en tant que chef d'entreprise. Des investissements via, donc on l'a vu, et c'est pour ça qu'on a parlé des entreprises, donc via des capitaux. Donc vous avez les conditions, mais
Donc un investissement dans une activité artistique ou culturelle, transfert supérieur à 250 000 euros, puis des acquisitions de fonds d'investissement, fonds capital à risque. Pareil, on est sur l'ordre de 350 000 euros. Là, ça nécessite un investissement assez conséquent. Et ce que je vous disais aussi sur le nouveau Golden Visa Startup, donc ça c'est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Donc ça c'est en prouvant que votre startup peut atteindre une valeur de 325 000 euros d'ici 3 ans ou en prouvant des revenus annuels de 500 000 euros. La fiscalité et les avantages, pourquoi investir au Portugal sur un immobilier plutôt qu'en France? Parce que c'est un peu ça l'idée, ou dans d'autres pays du monde. C'est que vous allez avoir une absence d'impôt sur la succession et la donation, donc pour les résidents au Portugal. Est-ce que ça c'est clair? Parce qu'ici en France, vous avez 5 millions de patrimoine, on peut, et Xavier l'a dit, on est tous compétents pour essayer de diminuer ces droits de succession. Nuno, en tant que notaire, pourra aussi vous le faire, mais vous n'arriverez pas à zéro. Aujourd'hui, je m'efforce à construire 10 millions de patrimoine, je veux transmettre à mes enfants, j'aurai des droits de succession. Alors si j'ai bien fait les choses, peut-être que ça sera que de l'ordre de 10 ou 15 points. Si j'ai mal fait les choses, désolé Nuno, je vais sacrifier la moitié de mon patrimoine. Je vous la fais simple. Vous avez créé 10 millions d'euros en France, vous n'organisez pas votre patrimoine, vous transmettez que 5 en direct. Et oui. Et malheureusement, mais quand on meurt du Covid ou autre, ça ne prévient pas. Donc si vous n'organisez pas, et ça je vous invite à le faire avec Nuno, si vous restez, en tout cas si votre patrimoine reste en France, faites cette organisation-là pour avoir le moins de droits de succession et conserver un patrimoine. Parce que moi je dis souvent, je ne sais pas si dans la salle vous avez des personnes qui ont investi en francs, en immobilier. Non, bon, on aurait aimé. Aujourd'hui on a tous investi en euros, donc c'est compliqué. Thierry, tu mens. Peut-être que Thierry. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les investissements, c'est rapidement 300, 400 000 euros. Donc, c'est difficile de créer du patrimoine. Si c'est pour sur 2 générations les perdre, à mon sens, c'est pas une bonne stratégie patrimoniale. Donc, au Portugal, pour le résumer, mais Nuno le dira peut-être mieux que moi, vous créez 10 millions de patrimoine. Vos enfants héritent de ces 10 millions de patrimoine. Vous transmettez 10 millions de patrimoine sans aucun droit de succession. Et ça, c'est quand même différenciant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays du monde, il doit y en avoir aussi d'autres, mais en tout cas au Portugal c'est possible, et en étant dans l'espace européen. Donc en ayant une sécurité je dirais, géopolitique avec ce qui se passe. Les atouts du pays, alors ça je l'ai mis juste pour mes copains de la Côte d'Azur, parce qu'on a eu un différend. Alors moi c'est sûr que je vais parler du Portugal, donc mon père est de Lisbonne, ma maman on le verra est de l'Alentejo. Ce qui fait que je parle du Portugal, bien sûr, moi j'y ai investi, j'ai de la famille qui a des biens là-bas, donc j'en parle avec le cœur et j'y crois. Quand quelqu'un vous parle d'un projet, demandez-lui s'il y va. Un mec vous parle de photovoltaïque, si lui il n'a pas investi, c'est un peu compliqué à mon sens. Donc moi j'y crois fort, notamment pour l'ensoleillement. Alors je vous ai mis 300 jours de soleil par an au Portugal, et j'ai taclé juste la Côte d'Azur, parce que j'avais un différend avec un copain, qui est en plus portugais et qui a des biens aussi sur la Côte d'Azur, c'est 280 jours sur la Côte d'Azur. Voilà. Et le deuxième point... Non, ils viennent de la Côte d'Azur. Mais donc c'est bon, un peu moins. Et puis 950 km de côte. Et là, je ne connais pas la stade de la Côte d'Azur, mais à mon sens, c'est pas peut-être 15 ou 20 de vraies côtes. On parle de vraies côtes. Non, mais pour vous dire qu'effectivement, et on verra, c'est souvent les investissements sont sur ce littoral. Sur la question de où investir au Portugal, moi j'aurais tendance à vous dire partout. Alors bien sûr que vous allez me dire, ah ben oui, mais non, nous on est ici, on est venu voir une formation, on veut des informations, et vous voulez qu'on vous donne des indices de quel secteur va se développer. Alors si réellement j'avais le secteur phare qui va se développer ou une entreprise comme Apple qui va décider d'aller par exemple plutôt dans le centre du Portugal, créer son entreprise, c'est peut-être là qu'il faut investir. C'est compliqué. Moi je pense que vous pouvez investir dans tout le Portugal. Après c'est comme en France, ça dépend de l'investissement et de l'achat que vous allez faire. Donc je vous ai mis bien sûr les différentes régions du Portugal. Si vous ne connaissez pas le Portugal, donc il y a une caractéristique. Donc ici vous avez le nord du Portugal, dont la grande ville est Porto. On entend beaucoup parler des investissements sur Porto. Pourquoi? Parce que
cœur économique, beaucoup d'écoles, beaucoup d'entreprises. Bassin industriel du Portugal et dans le nord. Toute la main-d'œuvre qualifiée. Le centre, donc dans le centre, vous avez des villes comme Aveiro, Coimbra, Leiria, qui est un pôle où vous retrouvez pas mal d'usines, notamment de fabrication, aluminium et autres. Bien sûr, Lisbonne, et Lisbonne, je ne sais pas si vous y êtes allé, donc Lisbonne a une caractéristique, donc elle est traversée par le Tage et vous avez deux Lisbonnes. Vous avez le Lisbonne, place du commerce, qui est à plus de 10 000 euros du mètre carré, mais vous avez aussi un autre Lisbonne. Pour vous le différencier, c'est là où vous avez le Cristo Rei, qui n'est qu'au Portugal et au Brésil. Et là, il y a peut-être des opportunités à avoir. Parce que, encore une fois, moi je vous en parle parce que j'y suis allé. Aujourd'hui, pour rejoindre, vous avez des personnes qui habitent de l'autre berge. Pour aller du côté de Place du Commerce, vous prenez un bateau, un ferry, qui va vous y amener en 17 minutes et sur la Place du Commerce. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait voir un investissement effectivement de l'autre berge et d'aller travailler dans l'hypercentre. Les prix ont tellement augmenté au centre de Lisbonne qu'en fait les gens qui vivent, c'est pas que les Portugais, hein, les gens qui vivent et qui travaillent sur Lisbonne, du coup c'est devenu très très difficile de se loger. Notamment avec l'explosion des biens en Airbnb, en fait les résidents ont dû un petit peu sortir du centre de la ville et notamment, comme le dit justement David, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur l'autre berge qu'on appelle donc la berge sud et qui du coup pour aller au boulot tous les jours n'ont pas de bouchon, ils prennent un ferry 17 minutes, c'est pas mal en termes de qualité de vie. Vous avez ensuite l'Alentejo, et puis après on le verra plus précisément, parce que ça je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'Algarve, avec notamment Faro. Les trois aéroports principaux sont Porto, Lisbonne et Faro. Et là on vous a mis les connexions aussi vers les îles. Pourquoi on vous les a mises? Parce que vous avez aussi des avantages fiscaux à être sur ces îles-là. Beaucoup plus avantageux. Je vais vous citer juste rapidement, parce qu'on pourrait faire une conférence là-dessus. Mais sur Madère, on peut avoir un taux d'entreprise. Le taux d'impôt sur les sociétés à Madère est de 5%. Voilà, donc si vraiment on veut optimiser l'optimisation, sachez qu'il y a des connexions. On peut, par le Portugal, se rendre, donc bien sûr par avion, sur les deux îles principales du Portugal, Madère et les Açores. Sachez aussi que le Portugal, on parlait d'infrastructure sur la partie entreprise, est très bien desservi. Vous avez certes les différents aéroports, mais vous avez aussi des trains directs. On vous a mis quelques distances. Faites un Porto-Faro en 6 heures, un Lisbonne-Porto en 2h56, un peu comme, on va se le dire pour la France, la LGV. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement de ces infrastructures pour rejoindre une région d'une autre. Et ça reste juste le plan, ça reste un pays qui n'est pas très grand parce qu'en fait on est sur 800 km de long et environ 200 km de large. D'accord ? Donc par exemple quand vous êtes à Lisbonne, en 2 heures en voiture vous arrivez en Algarve. Voilà. En 3 heures vous arrivez à Porto. Vous traversez le Portugal du nord au sud, allez en 5h30. Donc ce que je vous disais, bien sûr qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui depuis 20-25 ans ont investi dans l'Algarve, parce qu'effectivement on voit que ça appartient au littoral. Tout ce littoral a eu un investissement, donc même dans le nord, donc au plus proche effectivement du littoral. Mais vous allez voir qu'on peut avoir des investissements aussi plus dans les terres, notamment en termes d'entreprise, parce que comme vous avez des villages qui doivent se redynamiser, j'aurais tendance à dire comme en France, vous avez les ZRR, donc l'État portugais est enclin à vous donner des subventions pour y mettre votre outil professionnel ou votre entreprise. Votre entreprise, dont le président de la CCFP nous avait parlé, certes, voilà, de même, vous n'êtes pas un Revolut, mais moi j'avais aimé, il avait accompagné une entreprise qui produisait de la nourriture pour chiens, pour les animaux, parce qu'il y avait un moindre coût et qu'il y avait une demande à faire travailler et à produire dans une entreprise où, ce qu'il nous disait, le local a été offert par la commune, mais il fallait qu'il y ait certaines conditions d'employer un certain nombre de Portugais sur place et de rester un certain nombre d'années. Aujourd'hui, vous voulez une entreprise ou un dépôt en France, c'est 1 million et on n'en trouve pas. Parce que les gens les gardent, parce qu'il y a une rentabilité à avoir une entreprise, un dépôt, un entrepôt pour y loger son outil professionnel. Là, on vous a mis une carte pareille de ce qu'on va appeler les différentes côtes. Donc le nord du Portugal avec Viana do Castelo. Alors je vais laisser Nuno en parler parce que je pense que sa famille est de là-bas. Donc pourquoi on investirait à Viana? C'est ma région natale. Alors toute cette partie verte là, c'est une zone où il y a beaucoup de tourisme, d'accord.
Il y a beaucoup de luso-descendants, de personnes qui ont immigré en fait en France, qui retournent forcément tous les étés au Portugal. Donc, pour investir notamment en location saisonnière, c'est vraiment excellent. On est sur des prix qui sont très très abordables. David en parlera juste un petit peu après. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, il y a la proximité d'un aéroport qui est Porto. Donc en gros, toute cette partie verte, elle est en moins de 45 minutes, vous vous mettez sur l'aéroport de Porto. Et pendant les crises immobilières qui ont pu affecter le Portugal, cette partie nord a été la partie la moins impactée. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Costa de Pratas, ça veut dire la côte d'argent. Alors allez-y, mais faites attention parce que David a déjà quasiment tout acheté sur cette côte-là. Parce que c'est sa partie à lui, donc David Pratas, je ne sais pas s'il y a un lien. Donc là, il y a aussi des coups à faire. Bien sûr, Lisbonne, donc avec les deux berges. Et puis l'Algarve, pareil, en bas. On vous a fait un focus sur l'Algarve. Bien sûr que l'Algarve est l'endroit le plus plébiscité au Portugal. Parce que vous allez avoir les plus belles plages, vous allez avoir des golfs. Je crois que tu me disais qu'il y avait... Sur Vila Moura, par exemple, pour vous donner une idée, il y a 8 golfs, 18 rues. Ce qui est impressionnant. Aujourd'hui, l'Algarve, vous avez des compétitions, je crois, internationales. Moi, je ne suis pas golfeur, mais je crois que voilà, il y a un gros pôle. Et là, on vous a mis donc 16 spots sur lesquels, effectivement, qui sont plébiscités par des investisseurs. Mais aujourd'hui, ces spots-là, on va être franc, sur un prix au mètre carré, c'est un certain investissement. Mais après, l'avantage, c'est que patrimonialement, ça tiendra la cote. C'est toujours pareil. J'achète dans un coin un peu plus central, j'achète moins cher. Peut-être qu'il y a un potentiel développement. J'achète dans quelque chose type la Côte d'Azur, Saint-Tropez, ça tient la cote. Et encore que, moi, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de bien sur la Côte d'Azur. Mais en tout cas, voilà, ça reste sur des prix stables parce qu'ils ont 280 jours d'ensoleillement. Là, c'est un zoom sur ce que je vous disais sur la Costa d'Argent, la Côte d'Argent, pardon, avec Nazaré qui est connu pour les surfeurs, Péniche aussi qui est plébiscité par les investisseurs, puis toute cette côte-là du littoral. Juste un zoom sur deux presqu'îles qui sont à l'intérieur de Lisbonne. Donc là, si vous y situez, Lisbonne est ici. Vous avez une ville comme Setúbal qui est pas mal en investissement. Pourquoi? Parce qu'elle dessert deux presqu'îles. Donc encore une fois, il y a plein de golfs sur ces presqu'îles-là. Mais Troyes et Comporte qui sont bien sûr plébiscités par les touristes. Donc on peut tout à fait avoir un investissement à Setúbal et bien le louer parce que on va capter cette clientèle-là. Sur les prix, alors là vous avez des prix, forcément on n'a pas les prix de 2021, les prix de 2021 ils sont tirés 2 ans après. Là vous avez des prix qui sont il y a 2 ans. Je vois je l'ai mis en dernier ce stade parce que là j'ai capté tout le monde, parce que je savais que c'était des prix au mètre carré. Alors on va les nuancer parce que c'est des prix au mètre carré. Aujourd'hui par exemple si on prend la France, donc c'est les Échos qui a fait un comparatif sur un investissement donc en France et au Portugal. Moi j'aime pas trop les comparatifs parce qu'on peut très bien avoir fait des investissements en France, progressivement comme je vous l'ai dit faire des investissements au Portugal. Pourquoi? Parce que je vais être très franc avec vous. Si demain un président dit comme au Portugal je crée 10 millions de patrimoine, on me laisse tranquille et pour mes enfants ou mes petits-enfants on me laisse ce patrimoine-là et je n'ai pas de droit de succession, mon argument il est moins bon et je peux laisser mes investissements en France. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est qu'au Portugal, c'est sûr. Aujourd'hui, je touche du bois, ma tête, vous créez 10 millions de patrimoine au Portugal, vous vous installez pour vos vieux jours à la retraite au Portugal et vous avez l'ensemble de votre patrimoine au Portugal, vous transmettez tout le patrimoine à vos enfants sans droit de succession. J'ai travaillé, j'ai créé de l'immobilier, je le transmets. Parce que moi, travailler pour donner la moitié à l'État, moi, je ne sais pas faire. Et c'est pour ça qu'aussi en France, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller au Portugal, si vous restez en France, optimisez au moins. À minima, réduisez vos droits de succession si vous continuez à avoir. Et faites-le, on ne le fait pas à 50 ou 60 ans. Parce que malheureusement, la vie fait qu'à 35 ans, vous pouvez partir. Question, toute cette stratégie d'investissement au Portugal est basée sur le fait d'aller vivre au Portugal en fin de vie. On va en parler des conditions après. On va en parler.
Et pour te répondre, pas forcément. C'est-à-dire que tu peux le prévoir aussi si définitivement tu veux vraiment t'installer au Portugal et quitter la France en vendant bien en France et s'installer en Portugal, mais on peut avoir une entreprise au Portugal sur le premier volet ou des biens au Portugal ou ben, avec Nuno et avec les experts ou avec Simon, j'ai optimisé mes droits de succession et j'ai mis un demi-million en France et j'ai mis un demi-million au Portugal par exemple. Ce comparatif, néanmoins, donc les sources, donc pour la France, c'est le crédit foncier immobilier, prix de l'ancien pour les appartements. Sur le Portugal, c'est la BPI, donc qui est la banque portugaise internationale, BPI, banque. Banque Popolare Imobiliare. Voilà. Et qui vous donne ces stats-là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, vous l'avez entendu à l'accent, Toulouse, il y a une spéculation. Je suis directeur d'une agence immobilière, David l'est aussi, il y a une spéculation. Alors, tant mieux si on a des acquéreurs qui achètent Toulouse 5 000 € du mètre carré, nous, on le vend, parce que ça augmente le prix de vente et ça augmente notre commission. Maintenant, très franchement, Toulouse, ça ne vaut pas 5 000 € du mètre carré. Ou alors le Triangle d'Or, le Capitole, les Carmes, etc. Donc vous avez quand même ce prix moyen qui est 2 887 € du mètre carré. Là où vous allez pouvoir aller toper une capitale. Alors quand je vous dis Lisbonne, c'est peut-être l'autre berge. Je vous ai dit la place du commerce ou l'extrême centre. Aujourd'hui, c'est comme Paris. C'est vraiment le centre historique de la capitale, c'est 10 000 € du mètre carré. Mais l'autre berge qui est accessible à 15 minutes, parce qu'à Paris, quand on s'exile à 15 minutes, non, on met 3 heures pour accéder à Paris. Donc c'est pas pareil. Là, il n'y a pas des embouteillages sur les ferries des bateaux. Donc réellement, on peut aller travailler dans le centre. Et puis après, vous l'avez vu dans les terres, on peut être sur des investissements aux alentours de 600-700 € du mètre carré. Moi, 600-700 € du mètre carré en France, je n'ai pas trouvé. Alors j'avais un échange la dernière fois avec un participant. Je m'avais donné un nom de commune. Enfin, moi, je ne savais pas où ça se situait sur la carte. Je pense que c'était plutôt vers le nord. Mais je pense qu'en France, c'est compliqué de trouver du 600-700 € du mètre carré. Les principaux sites pour un achat immobilier, si vous souhaitez aller consulter, parce que croyez-moi, par politesse, mais vérifiez par précaution. En France, vous avez des agences immobilières traditionnelles comme ici. Mais sachez qu'au Portugal, vous avez le numéro 1 d'agence immobilière au Portugal. Ce n'est pas Avant-Garde Immobilier, malheureusement, parce qu'il ne veut pas s'y installer. Mais c'est Rimax. Et Rimax, est-ce que vous connaissez l'agence immobilière Rimax? On va les racheter. Et est-ce que vous savez de quelle origine ils sont? Ce sont des Américains. C'est des Américains. Donc des Américains qui aujourd'hui ont le plus gros réseau d'agences immobilières au Portugal. Et mondial. Et après, alors en France, ils sont un peu moins connus. À Toulouse, je les ai moins vus implantés. Après, vous avez des Century 21. ERA est très bien implanté aussi. Et vous avez des sites de consultation d'annonces immobilières que vous retrouverez, Immo Virtual, Sapo ou OLX. C'est dit en portugais. Là, on vous a mis, notamment pour faire la transition avec la BCP. Et ça, c'est une particularité, on ne l'a pas en France. Et sachez que pour autant, les banques, moi j'en ai fait 3 dans ma carrière, ne vous donnent pas à disposition les biens qu'elles saisissent. Moi, je travaille à la BNP, au Crédit Agricole, à l'Alliance, et pour autant, elles les achètent. C'est-à-dire qu'elles saisissent les biens de ses clients, et si c'est une opportunité pour ces banques-là, elles font ce qu'on appelle des foncières. Au Portugal, les banques vous mettent à disposition sur leur site internet des possibilités de racheter Alexandre, des saisies des biens de nos clients qui veulent leur revendre tout simplement. Exactement, et éviter réellement de tout perdre ou d'être fracassé si en dernier lieu la banque le récupère. Et donc vous allez trouver un intérêt, en tout cas un investisseur va y trouver son intérêt. C'est très bien fait. Donc si sur le site de Millennium BCP, on vous enverra le lien et vous allez avoir donc des immeubles, des terrains, des fonds de commerce, des boutiques commerciales, des résidences, des maisons. Donc allez-y. Alors bon, là on est sur le site, mais je vous laisserai aller pianoter. Et là, vous avez de réelles opportunités. Sachez que les banques françaises font exactement la même chose, mais nous les mettrons jamais à disposition, parce qu'elles créent des foncières. Enfin, je ne sais pas si vous avez acheté grâce à une banque, vous avez fait un super coup immobilier. Moi-même étant un ancien salarié cadre d'une banque, elle ne m'a jamais donné à disposition. Vas-y, rachète la maison d'un impayé
de quelqu'un. Au Portugal, c'est possible. Et il n'y a pas que Millennium. Il y a aussi les autres banques portugaises qui mettent ces biens-là en vente. Et le service des impôts également. Et le service des impôts. Je vous remercie. Bon, j'en ai terminé pour ma présentation. Et puis après, pour les questions...